En janvier 1945, alors que l'Allemagne nazie vacille sous les coups de l'armée rouge, une ville se prépare à vivre l'un des derniers sièges de la guerre. Königsberg, capitale de la Prusse orientale, un bastion historique du militarisme allemand, se dresse encore sur le front de l'Est. Depuis des siècles, elle a été une place forte, un rempart contre les invasions venues de l'Est. Mais cette fois, l'ennemi n'est pas aux portes, il est partout. L'avancée soviétique est inexorable. Après avoir brisé la Wehrmacht en Biélorussie lors de l'opération Bagration, les soviétiques ont traversé la Pologne et, à la mi-janvier 1945, ils lancent leur grande offensive sur la Prusse orientale. Leur objectif est simple, anéantir toute résistance allemande et s'emparer de Königsberg, dernière grande place forte avant l'assaut sur Berlin. L'ordre vient directement de Staline. Königsberg doit tomber. Mais les Allemands, sous les ordres du général Otto Laache, refusent d'abandonner cette ville, considérée comme un symbole de la Grande Prussienne. L'ordre d'Hitler est clair. Aucune reddition ne sera tolérée. Derrière les murs de la ville, près de 130 000 soldats allemands se préparent à un combat désespéré. Parmi eux, des vétérans de la Wehrmacht, des unités de la Luftwaffe transformées en troupes au sol, des SS fanatisés et même des recrues de la Volkssturm. Ces milices, composées de vieillards et d'adolescents armés de vieux fusils et de Panzerfaust. Les principales unités allemandes sont la 61e division d'infanterie, la 69e division d'infanterie, la 367e division d'infanterie, la 548e division Volksgrenadier et aussi la 561e division Volksgrenadier. L'armement allemand est conséquent, mais insuffisant pour rivaliser avec la puissance soviétique. Environ 4000 pièces d'artillerie, 108 chars et canons d'assaut et une force aérienne réduite à 170 avions. Königsberg est néanmoins une ville hautement fortifiée, avec 14 forts principaux, des tranchées, des positions retranchées dans les immeubles et des barrages anti-chars. Königsberg est un piège pour ses défenseurs, un piège pour ses habitants. Plus de 300 000 civils coincés dans la ville, pris au piège entre la mer Baltique et l'armée rouge qui se referme sur eux. Face à eux, l'armée rouge a déployé une force colossale. Sous le commandement du général Alexandre Vassilevski, 3 armées entières, la 11e de la garde, la 43e et la 50e convergent vers la ville. Épaulées par plus de 5000 chars, 2000 avions et 5200 pièces d'artillerie, les soviétiques ont une stratégie simple. Encercler la ville, la pilonner jusqu'à qu'elle ne soit plus qu'un champ de ruines, puis envoyer l'infanterie nettoyer ce qu'il en reste. Les premiers bombardements commencent dès le mois de janvier. Jour après jour, l'artillerie soviétique s'abat sur les positions allemandes, rasant les défenses extérieures et détruisant les lignes de communication. Königsberg est coupée du reste du Troisième Reich à la fin du mois. La ville, qui fut autrefois un centre culturel et économique prospère, est désormais une forteresse assiégée plongée dans le chaos et la peur. Le 13 janvier 1945, l'armée rouge lance l'offensive principale en Prusse orientale. Les divisions blindées soviétiques avancent à une vitesse terrifiante, brisant une à une les poches de résistance. Les villes de Tilsit, Insterburg et Gubiden tombent en quelques jours, leur garnison anéantie ou contrainte à la fuite. Poursuivis par les colonnes de chars soviétiques et les vagues incessantes de bombardiers, l'aviation allemande, autrefois toute puissante, n'est plus qu'ombre d'elle-même. Elle ne peut rien faire pour stopper l'avancée soviétique. À Königsberg, le général Laache reçoit des ordres contradictoires. Berlin lui ordonne de tenir la ville coûte que coûte. Mais la réalité est tout autre. Il n'y a plus de renforts, plus d'équipements lourds en nombre suffisant, plus d'essence pour les chars. Et les forces allemandes ne font que reculer face à l'assaut soviétique. Pendant ce temps, les civils tentent de fuir par les routes enneigées menant en Pilo, dernier port encore dans les mains de la Kriegsmarine. Mais les bombardiers soviétiques mitraillent sans pitié les colonnes de réfugiés, transformant les routes en charniers. C'est d'ailleurs cette bataille qui causera le plus grand naufrage de l'humanité, avec environ 10 000 noyés le 30 janvier 1945, 12 ans après la prise de pouvoir d'Adolf Hitler. À la fin du mois de janvier, Königsberg est donc complètement encerclé. Toutes les tentatives de contre-attaque allemande échouent, l'armée rouge resserre les taux autour de la ville, avançant inexorablement, détruisant tout sur son passage. En mars 1945, après des semaines de bombardements et d'attaques de diversion, les soviétiques estiment que l'heure est venue d'en finir. Le plan de l'attaque finale est mis en place. L'assaut viendra de 3 directions simultanées. La date de l'assaut est fixée au 6 avril 1945. Mais avant cela, Königsberg va connaître l'un des pires bombardements de toute la guerre. Pendant 3 jours, du 3 au 5 avril,
l'armée rouge déchaîne un enfer de feu sur la ville. Les obus s'abattent sans interruption, transformant Königsberg en une mer de flammes et de gravats. L'odeur de la mort et de la destruction envahit l'air. À 4h30 du matin, alors que la ville est plongée dans l'obscurité, l'armée rouge déclenche le dernier barrage d'artillerie avant l'assaut terrestre. Les canons de 152 mm, les mortiers lourds et les célèbres lance-roquettes Katyusha entrent en action. En l'espace d'une heure, plus de 100 000 obus s'abattent sur la ville. L'air est saturé de poussière, de fumée et de flammes. L'onde de choc des explosions fait trembler les souterrains où se terrent les civils et les soldats allemands incapables de répliquer face à cette pluie de feu. À 10h, les premières unités soviétiques se mettent en mouvement. L'attaque est menée sur 3 fronts. Au sud, la 11e armée de la garde traverse la rivière de Pregel, sous une pluie d'obus et tente de prendre le centre-ville, où les derniers bastions fortifiés abritent des milliers de soldats allemands retranchés. À l'est, la 43e armée s'attaque au fort extérieur, vestige des anciennes défenses du 19e siècle, transformées en véritables bunkers modernes. Au nord-est, la 50e armée tente de boucler la ville, empêchant tout repli vers la mer Baltique et Pilo, où certains officiers allemands espèrent encore évacuer des troupes. Dès les premiers instants, les combats sont d'une brutalité inouïe. Les soviétiques avancent sous un feu nourri. Les mitrailleuses MG42 allemandes fauchent les premières vagues d'infanterie qui progressent dans les rues jonchées de ruines et de cadavres. Les canons antichars allemands ouvrent le feu sur les blindés, tandis que les tireurs d'élite postés dans les décombres d'églises et d'immeubles détruits harcèlent les assaillants. Chaque rue, chaque pont, chaque carrefour est barricadé et miné. Les Allemands ne reculent pas. Ils savent qu'il n'y aura pas de reddition possible. Mais les Soviétiques, supérieurs en nombre et en matériel, avancent mètre par mètre, brisant chaque position de résistance avec une férocité implacable. Le combat le plus sanglant du premier jour de l'assaut a lieu au fort numéro 5, l'un des bastions les mieux défendus de Königsberg. Les Allemands y ont stocké des armes lourdes, des stocks de munitions et des réserves de nourriture, en prévision d'un siège long et meurtrier. Les civils, eux, avaient le droit à 160 grammes de pain par jour. Mais à midi, les troupes soviétiques de la 43e armée encerclèrent le fort. L'artillerie a déjà éventré une partie des murs, mais la garnison allemande tient bon. Les mitrailleuses MG42 et les mortiers installés sur les bastions supérieurs empêchent toute approche directe. Chaque tentative d'assaut frontal se solde par un massacre, les soldats soviétiques tombant par centaines sous les rafales allemandes. Face à cette résistance acharnée, les soviétiques changent de tactique. Ils envoient des groupes de sapeurs spécialisés qui s'infiltrent sous les tirs ennemis pour placer des charges explosives contre les murs du fort. Les premières explosions ouvrent des brèches dans la structure, permettant aux troupes soviétiques de se ruer à l'intérieur. S'ensuit un combat au corps à corps d'une intensité indescriptible. Les couloirs étroits sont remplis de fumée, de cris et de cadavres. Les grenades explosent dans les galeries, projetant des corps en lambeaux contre les parois de pierre. Les soldats se battent à bout portant, à la baïonnette, au couteau, parfois même avec leurs propres mains. Les Allemands, encerclés, refusent encore de se rendre. Ces combats nous rappellent un peu l'enfer de Verdun, avec le fort de Vaux et aussi le fort de Daumont. Finalement, après 6 heures de combats sanglants, les derniers défenseurs du fort sont exterminés. Les soviétiques prennent le fort numéro 5, mais au prix de pertes immenses. Pendant ce temps, la 11e armée de la garde progresse vers le centre-ville. Les chars soviétiques avancent difficilement, entravés par les gravats, les barricades et les fossés anti-chars creusés à la hâte. Les combats prennent une tournure apocalyptique. Les rues sont en flammes, l'air est saturé de fumée et de poussière. Les snipers allemands, cachés dans les clochers éventrés et les immeubles partiellement détruits, abattent les officiers soviétiques, semant le chaos dans les rangs ennemis. Dans certains quartiers, les civils, pris au piège, se jettent sur les soldats soviétiques avec des couteaux et des outils, convaincus par la propagande nazie que l'armée rouge massacre systématiquement toute la population. Les soviétiques, furieux, répliquent sans pitié, ajoutant encore à l'horreur de la bataille. Les soviétiques ont pris plusieurs bastions fortifiés, détruisant la majorité des positions anti-chars et avancent jusqu'aux portes du quartier gouvernemental, où les derniers défenseurs allemands se regroupent pour un ultime baroud d'honneur. Dans la nuit du 7 avril, les radios allemandes tombent une à une, les communications sont rompues, les unités sont dispersées et désorganisées et à court de munitions. Certains officiers de la Wehrmacht suggèrent d'abandonner la ville et de fuir vers Pilo, mais les SS et la Gestapo exécutent ceux qui parlent de reddition.
le général Otto Lach, commandant en chef de la garnison, sait que tout est fini. À l'aube du 8 avril, Königsberg n'est plus qu'un brasier, mais les Allemands refusent encore de déposer les armes. La bataille entre maintenant dans son dernier jour. Les Allemands n'ont plus d'artillerie lourde, plus de ravitaillement, plus d'espoir. Les derniers messages envoyés par le général Otto Lach au haut commandement de la Wehrmacht restent sans réponse. Berlin ne peut plus rien pour Königsberg. L'armée rouge, elle, n'a plus qu'à donner le coup de grâce. À 5 heures du matin, les derniers barrages d'artillerie soviétique s'abattent sur les derniers bastions de la résistance allemande. Les quartiers centraux sont pulvérisés. Les bâtiments s'effondrent sous l'impact des obus de 152 mm et des bombes larguées par l'aviation. L'attaque de l'armée rouge ne vise plus seulement les fortifications, mais aussi les ruines, où se terrent encore les soldats allemands. L'objectif n'est plus seulement militaire, il s'agit d'écraser tout ce qui reste de Königsberg. Dans la fumée et la poussière, les premières vagues d'assaut soviétiques avancent sous la couverture des chars IS-2 et des automitrailleuses BA-64. Les rues sont tellement obstruées par les décombres que les blindés ne peuvent plus avancer, forçant l'infanterie à se frayer un passage à la baïonnette et à la grenade. Dans le quartier du château, les SS ont dressé des barricades et utilisent les caves comme bunkers de fortune. À chaque carrefour, les mitrailleuses allemandes ouvrent le feu. À midi, l'état-major allemand comprend qu'il n'y a plus rien à défendre. Les unités sont coupées les unes des autres, les commandants des régiments ont été tués ou capturés, et les soldats restants, ne disposant plus que de quelques munitions et de fusils d'assaut à moitié détruits, le général Otto Lach, replié dans son quartier général, reçoit un ultimatum soviétique. S'il ne se rend pas immédiatement, la ville sera rasée entièrement et tous les civils seront exécutés. À ce moment-là, il sait que la résistance ne rime plus à rien. Il prend une décision qui lui vaudra plus tard d'être accusé de trahison par le Troisième Reich. Il décide de capituler. À 18 h, le général envoie un message aux soviétiques annonçant sa reddition. Quelques heures plus tard, il signe officiellement l'acte de capitulation. Hitler déclara Lach traître, le condamna à mort et ordonna l'arrestation de sa famille. Au moment de la reddition, la ville comptait entre 30 000 et 35 000 soldats, 15 000 travailleurs étrangers et plus de 120 000 civils. Les combats ne cessent pas immédiatement. Certains groupes de soldats, notamment des unités SS, continuent de se battre jusqu'au 10 avril. Mais ils sont anéantis les uns après les autres. À l'aube du 9 avril, l'armée rouge prend officiellement le contrôle total de la ville. Königsberg n'existe plus. L'armée rouge, exacerbée par les atrocités nazies commises en URSS, applique des représailles d'une brutalité extrême. Les soldats allemands capturés sont immédiatement envoyés en Sibérie. Plus de 92 000 prisonniers sont transférés dans des camps de travail où moins d'un tiers survivra aux années suivantes. Les officiers SS sont exécutés sur place. Certains sont lynchés par des prisonniers soviétiques libérés, d'autres sont fusillés sans procès. Pendant plusieurs semaines, après la chute de Königsberg, l'armée soviétique tourna son attention sur Pillow, qui fut défendu avec fanatisme par les Allemands, qui avaient reçu l'ordre de tenir le port à tout prix, afin de permettre à tous les navires allemands disponibles d'embarquer des réfugiés et des soldats. Quelques 20 000 soldats allemands se battirent furieusement pendant 6 jours, infligeant d'énormes dégâts aux Russes, mais avec de lourdes pertes de leur côté. Les Allemands capitulèrent finalement à Pillow le 26 avril 1945. La ville est laissée à l'abandon, un immense champ de ruines où les cadavres pourrissent dans les rues. Königsberg n'est plus qu'un cimetière à ciel ouvert. La chute de Königsberg marque la fin définitive de la Prusse orientale. En 1946, Staline ordonne l'annexion officielle de la ville par l'URSS. Königsberg est rebaptisé Kaliningrad du nom du politicien soviétique Mikhail Kolinin. Tous les survivants allemands sont déportés, la ville est entièrement repeuplée par des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens, transformant un bastion du monde prussien en une enclave soviétique. Le château médiéval de Königsberg, dernier vestige du passé glorieux de la ville, est dynamité en 1968 sur ordre de Moscou. Toute trace de l'ancienne capitale prussienne est méthodiquement effacée. Aujourd'hui encore, Kaliningrad est une anomalie géopolitique. C'est une enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie. Il ne reste que presque rien de Königsberg. Quelques bâtiments rescapés des destructions de 1945 subsistent dans l'ombre des immeubles soviétiques. Les rues pavées du XVIIIe siècle ont disparu sous l'asphalte, les églises gothiques ont été remplacées, mais sous la ville moderne, sous les avenues froides de Kaliningrad, les ruines de Königsberg sont toujours là, enfouies sous des décennies de propagande et de silence. Aujourd'hui, la ville est une enclave stratégique,
remplie de bases militaires russes, un point de tension entre Moscou et l'OTAN.